au Nouveau-Mexique. C'est avec plaisir que je euh, présente le docteur Kevin Matt. Il va discuter, il est président et PDG de l'Institut pour l'amélioration de Healthcare, IHI. Avant de commencer, nous avons les interprétations en français et en espagnol. Vous pouvez suivre la conversation à l'aide d'un interprète. Outre le volet questions-réponses, vous pourrez soumettre des questions en espagnol ou en français et les interprètes vont soumettre vos questions en anglais. Donc, si vous voulez utiliser ce service, vous pouvez vous rendre en bas de l'écran et cliquer sur l'icône globe qui est marqué interprétation. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous aurez l'option de choisir l'espagnol ou le français. Vous aurez alors la possibilité de n'entendre que l'interprète ou de garder l'anglais en arrière-plan. Donc, merci beaucoup pour ce service. Had over 900 people register for today's session, and we're grateful for Nous the avons time. 900 personnes inscrites aujourd'hui et nous sommes reconnaissants pour le temps que vous avez pris sur votre emploi du temps chargé pour être avec nous aujourd'hui. Je vais être co-facilitateur avec le docteur Sanjeev Arora. Bienvenue aux conversations globales ECHO. Je m'appelle Sanjeev Arora et je suis directeur de l'université ECHO au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Bienvenue, Kedar. C'est avec plaisir que je m'appelle Kedar Maté. Je suis un interniste. Je suis à Cornell, de l'Université de Cornell. Maintenant, je suis président et PDG pour l'amélioration de l'Institut IHI et je suis basée à Boston, en Massachusetts. Je suis heureux d'être parmi vous et nous avons des points d'ordre. La session d'aujourd'hui sera enregistrée et vous aurez des liens pour les diapositives qui seront affichés sur notre site web. On aura un lien dans le chat pour la page. Ça peut prendre jusqu'à 48 heures pour que nous téléchargions, veuillez noter que donc, le téléchargement de l'enregistrement et des diapositives de la session d'aujourd'hui par notre équipe vidéo peut prendre jusqu'à 48 heures. Veuillez noter que tous les participants seront en mode écoute seulement pour cette session. Nous organisons ces sessions deux parties. Après chaque partie, il y aurait une section questions-réponses et c'est pour optimiser la participation communautaire. Veuillez envoyer vos questions pendant cette session et vous pouvez soumettre une question dans l'icône Q&A, questions-réponses. Si vous pouvez souhaiter une question pour l'orateur et nous avons déjà reçu près de 200 questions et nous savons que nous aurons des questions directes également. Donc, merci pour toutes les questions que vous avez soumises pendant le processus d'inscription. Nous sommes désolés à l'avance. Nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions, toutes les traiter, mais autant que possible. Gardez vos yeux sur le chat parce que vous y verrez des liens vers des ressources dans le chat que notre bibliothécaire virtuelle va mettre là-bas. Et vous verrez un lien dans le chat qui vous permettra de répondre, de compléter un sondage pour obtenir vos crédits CMU ou autres. Donc, merci de participer là aussi. Et donc, en raison du grand nombre de participants, tout le monde sera en mode écoute uniquement, mais s'il vous plaît, ne répondez pas des questions dans la boîte questions-réponses sans plus tarder. Nous allons commencer et j'aimerais d'abord présenter Dr. Maté, qui est président directeur général de l'Institut for Healthcare Improvement, IHI. Il est également directeur de l'innovation et de l'éducation à IHI et il est professeur de recherche au Weill Cornell Medical College. Les travaux d'érudition du Dr. Maté ont porté sur la conception des systèmes de santé, la qualité des soins de santé, les stratégies de changement à grande échelle et les approches visant à améliorer la valeur. Il a reçu la bourse
Paul et Daisy Soros et a été reconnu comme un innovateur dans le domaine des soins de santé par l'Aspen Institute. Auparavant, le Dr Maté a travaillé chez Partners in Health, a été assistant spécial au directeur du département VIH-Sida de l'Organisation mondiale de la santé et a dirigé le programme national de l'IHI en Afrique du Sud. Le Dr Maté a publié de nombreux articles, chapitres de livres et livres blancs évalués par les pairs. Il est diplômé en histoire américaine de l'Université de Brown et en médecine de la Harvard Medical School. Encore, le Dr Maté parlera aujourd'hui des étapes pour la réouverture pendant la pandémie COVID-19. Merci, Dr Maté. On va vous laisser orienter la session. Est-ce que vous pouvez voir les diapositives? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, nous voyons bien. Merci. Donc, encore une fois, c'est avec plaisir d'être parmi vous. Je suis, comme le docteur Beauchamville l'a dit, je suis un interniste. Donc, je ne suis pas un spécialiste des maladies infectieuses ni épidémiologiste. Cependant, je travaille sur le design de systèmes de santé et pour garder les systèmes de santé efficaces et sans danger à tout moment, mais surtout pendant ces périodes. Donc, c'est sur cette base que je viens avec vous aujourd'hui. Je n'ai pas de divulgation financière. Il n'y a rien qui créait de conflit d'intérêts dans cette situation. J'aimerais ajouter que c'est l'évolution rapide de la science. Je vais résumer certaines questions et des besoins et de la science sur la réouverture, mais je veux d'abord être clair que c'est un domaine en pleine évolution au cours des 6 derniers mois. Tous les jours, environ 172 articles sont publiés sur COVID-19. Ça signifie que depuis que j'ai créé cette diapositive aujourd'hui, il y a quelque chose comme 1000 articles qui ont été écrits sur COVID et je suis sûre qu'au moins un d'entre eux porte sur le sujet, sur la réouverture. Donc, cela, avec cette excuse d'avance, je vais résumer les approches pour la réouverture en sachant qu'il y a des points qui surviennent dans la documentation maintenant qui vont changer cette position. Voilà la situation globale. Presque 30 millions de cas ce matin à travers le monde et les États-Unis en première position malheureusement, ainsi que le nombre de morts avec l'Inde et le Brésil qui rattrapent malheureusement dans le nombre de cas et de morts. On a presque 1 million de morts tous les jours. 6 à 7 000 personnes qui meurent tous les jours à travers le monde. C'est un grand impact. Comme vous le savez, ça a transformé nos vies. Le concept de la réouverture est un grand concept qui a un effet à long terme dans tous les aspects de notre vie. Le concept, c'est également de la fumée. On n'ouvre pas, peut-être qu'on change la manière dont les activités ont lieu, les écoles, les collèges, les services de santé, où on mange, on joue, on mène nos activités de divertissement, les voyages, tout a été modifié par la pandémie et comme on reprend ces activités est importante. Si un professeur m'a dit que transmettez aux gens ce que vous voulez qu'ils apprennent à la première minute parce que c'est là où ils sont concentrés. Si je dois dire c'est ce qui suit, il n'y a pas de manière absolue de rester hors de danger dans la réouverture si le virus est avec nous. Et tant que nous n'avons pas de vaccin ou d'une manière ou d'une autre à guérir l'infection complètement, cependant, il y a des manières de rester hors de danger pendant toutes les procédures de réouverture. Et il y a 3 interventions que vous pouvez voir sur la diapositive. Ici, cette image est de la société des infections infectieuses et mettez un masque. Chaque fois que vous sortez en public, levez-vous les mains pendant au moins 30 secondes avec une solution à base d'alcool, un désinfectant pour les mains avec base d'alcool et au moins de 60%, c'est important. Lisez l'étiquette de désinfectant pour qu'il y ait 60% d'alcool. Et respectez les règles de la distance sociale. Il y a des débats pour savoir et la distance à respecter, mais le plus loin possible, c'est important pour essayer de garder au moins 6 pieds, donc 2 mètres, un peu plus de 2 mètres.
Quand on pense à la réouverture des soins de santé, avant de passer dans les détails techniques, on doit réfléchir un peu sur certaines observations sur les soins de santé pendant la pandémie et ce sera utile pour savoir comment réouverture ou bien reprendre les services qui ne marchaient pas pendant la pandémie. C'est basé sur une organisation de soins de santé que IHI travaille avec, c'est ce qu'on appelle l'Alliance du leadership. C'est un groupe de 47 organisations basées aux États-Unis et 37 organisations à travers le monde qui travaillent ensemble pour essayer de comprendre comment nous pouvons continuer l'objectif commun d'améliorer la santé de la population. Ce système, au mi ou fin février, ont partagé les informations pour savoir comment continuer les services. Et voici ce qu'ils ont trouvé. La première chose, c'est qu'ils ont tous connu une triple menace. Il y avait d'abord le problème clinique pour répondre à COVID, un problème opérationnel pour établir la procédure et les politiques, pour améliorer les résultats et garder la santé opérationnelle des organisations et des difficultés financières pendant que les lignes de service étaient fermées et les gens ne pouvaient pas se rendre dans les organisations. Ils ont également été confrontés à une autre manière d'apprendre. C'est du côté positif. Ils ont changé leur approche à la gouvernance clinique. Le leader de ce système a dit qu'ils avaient créé un protocole de soins pour COVID en fin février. Ils ont envoyé à tous les sites de soins et dans les 2 semaines, ils ont transformé le protocole en 34 fois. On a entendu parler de ça très souvent. La communauté des services d'urgence ont commencé une page pour les soins et ils avaient une page et ils avaient plus de 30 pages après. Donc maintenant, il y a plus de 30 chapitres maintenant. Donc, on va apprendre de cette manière sur toutes les conditions cliniques comme ça. On a notre rythme également différent d'apprentissage. On avait des systèmes robustes de données pour maintenir les opérations d'un hôpital qui était combien de gens arrivaient, combien de lits disponibles dans les soins intensifs et dans les étages normaux, l'inventaire de l'équipement. Donc, nous entendons l'espagnol. An issue with the interpretation services broadcasting on the English line. Well, is there something we can do about that? I'm asking our IT. Let's try that again. Thank you. Okay. Okay. Let me keep moving. So on va continuer. Donc, le fait d'avoir un système de gestion vigoureux qui tenait compte de comment l'hôpital. On a vu également qu'il y avait des dépendances dans toute la gamme des soins. Les systèmes de santé dépendaient de leur système pour les centres à long terme de soins à long terme et soins aigus pour prendre les patients qui venaient d'être traités et qui ont été gérés correctement dans les hôpitaux. COVID a fait quelque chose notable. Il a montré, en tout cas aux États-Unis et également à travers le monde, que ces dépendances à travers l'offre de soins avait des effets à long terme et l'épuisement professionnel et le moral du staff, on a vu qu'il y avait encore des difficultés avec l'épuisement professionnel pendant le COVID. Le cas du docteur Lorna Breen de New York Presbyterian qui s'est suicidée. Sa famille a dit qu'elle a essayé de faire son travail et ça l'a tuée pendant qu'elle s'occupait des patients, des personnes qui étaient infectées au COVID. L'épuisement est un gros problème et IHI a créé la notion de
d'équipements de protection psychologique, comment s'occuper de nos gens pendant ce moment-là. Et avec des idées comme créer un espace pour que les gens prennent le temps entre la vie et le travail, avoir un système pour un système de compagnonnage pour que les gens s'occupent les uns des autres. I'm sorry, Spanish is... Non. Et pour terminer, il y avait également des impératifs pour réouvrir des soins non liés à COVID. Par exemple, les salles de chirurgie pour les services chirurgicaux qui n'étaient pas obligatoires. C'est vrai que ce n'était pas une obligation économique, mais non seulement économique, mais également c'était clinique. On ratait beaucoup d'accidents cardiovasculaires et d'attaques cardiaques. Il y avait beaucoup un impératif politique. Comment faire cela sans danger? Comment gérer la réouverture sans danger de ce que moi je décris de soins non liés au COVID-19. Donc, en général, on parle des environnements de soins cliniques. Il y a des protocoles très détaillés au niveau national, au niveau global, société par société, mais comment faire le soin INT ou bien gastro-entérologique. Je vous encourage à vous rendre ces recommandations sur comment faire cela pour chaque spécialisation. Et je ne parle pas ici des soins liés au COVID qui ont les propres considérations. Je vais vous parler de comment gérer les soins non COVID-19, comment reprendre les soins dentaires, pédiatriques, de médecine familiale. Quand on parle de ces environnements, il y a 3 points essentiels. Une question sur quand recommencer, comment recommencer et comment faire lorsque le personnel est exposé et affecté. Par rapport à quand reprendre les soins, il y aura toujours des compromis. Et le compromis revient à, en fait, 2 questions de base. Est-ce que le patient va souffrir un dommage si le soin n'est pas fourni? Est-ce qu'il y aura un effet négatif si le patient ne reçoit pas les soins? Et il faut équilibrer cela par rapport à quel est le risque pour recevoir les soins. C'est compris à travers la deuxième question. Quel est le niveau de la transmission communautaire actuelle dans l'environnement où on va donner ces soins? Donc, c'est 2 questions et cela débouche sur une question sur comment réouvrir et quel type de services offrir dans votre environnement clinique. Le CDC a produit, ici aux États-Unis, a produit un cadre de travail pour comprendre ces 2 variables. Je ne vais pas tout passer. Vous avez là dans les diapositives et vous pouvez le consulter et regarder avec précaution si vous voulez comprendre dans les détails. Mais sur l'axis Y ici, potentiel pour le dommage, si les soins ne sont pas donnés. Si on repousse le soin, ça peut créer des dommages. Si quelqu'un a un MI ou une attaque cardiaque, cela peut entraîner de gros dommages. Et donc, ils ont besoin de soins de manière urgente jusqu'à ce qu'un scénario peu probable où les patients n'auront pas de dommages. Si on ne donne pas les soins rapidement, par exemple, le dépistage pour les maladies non asymptomatiques, il n'y aura pas de gros problèmes pour le patient. Et ensuite, sur X, depuis la transmission communautaire importante jusqu'à minimale. Donc, l'hypothèse de base est que si le risque de dommage ou de blessure est très élevé, la personne a un accident, un AVS ou bien une attaque cardiaque, on doit trouver une façon la plus sûre pour donner les soins. Et si le cas est routine, soins primaires ou secondaires, ne va pas créer de dommages importants, on doit reporter les soins jusqu'à ce que le niveau de transmission baisse à sous un certain niveau. Et si on ne peut pas utiliser la télémédecine, si les options télémédecine ne sont pas disponibles, alors on doit amener la personne dans la clinique et avec des procédures de protection améliorées. Dans un cas où quelqu'un doit se rendre dans la clinique, comment le faire? Comment faire la manière la moins dangereuse? Voici la meilleure manière.
en personne. Donc, il faut améliorer les procédures de contre l'infection et demander aux patients sur leurs symptômes avant qu'ils n'arrivent et reprogrammer avec les visites et suivre les patients qui ont des symptômes pour les envoyer dans des établissements pour ne pas les mettre dans des patients qui n'ont pas de symptômes. Et éviter les salles d'attente autant que possible. Il faut les mettre dans des salles rapidement s'ils viennent en voiture ou bien à pied. Passe en revue le processus de dépistage. Mettez-les dans une salle rapidement pour qu'on les examine et examiner tout le monde pour les symptômes, la température. Assurez que votre staff également examiné au moins tous les jours ou à chaque rotation d'équipe plusieurs fois par jour. Créer un flux séparé pour les patients qui ont des symptômes ou qui sont malades et d'autres qui n'ont pas de symptômes et qui ne sont pas malades. Si vous pouvez, si vous avez assez de place, créer un flux en un seul sens pour que les patients n'aillent pas dans des sens différents, mais qu'il y ait un flux continu en un seul sens pour qu'ils ne soient pas en contact avec des patients ou le personnel qui va dans une autre direction. Des masques tous les jours pour les patients et le personnel. Il faut arrêter l'infection à la source si c'est présent. Et l'équipement de protection individuelle standard dans des cas qui ne sont pas COVID-19, il faut mettre un masque et protection pour les yeux pour tout le monde. Ça devrait être un N95 ou un respirateur supérieur si vous faites une procédure qui génère de l'aérosol. Ensuite, hygiène pour les mains, c'est commun pour l'infection, la prévention d'infections et surtout les gens qui ne sont pas essentiels à la visite, les garder hors de la clinique tant que possible si ce n'est pas un patient qu'ils attendent chez eux ou dans la voiture et pas se rendre dans la clinique. Je voulais juste faire la distinction entre l'équipement de protection individuelle pour les soins non COVID et pour les PUI, pour les cas de COVID-19. Les cas connus, il faut avoir un bouclier pour le visage, le masque avec un PPE, protection individuelle plus formelle. Ou si vous pensez que quelqu'un est sous investigation. C'est différent du PPE pour les soins non COVID. Si vous pouvez gérer, et beaucoup d'endroits pour le moment optimisent le télésanté, nous avons une grande croissance de télésanté et beaucoup plus de visites télésanté qu'auparavant. Nos centres Medicare, Medicaid perdent pour téléhealth pendant plus de 80 services de télésanté. Si vous devez intégrer la télésanté dans vos passerelles de voix, il faut avoir un triage. Ils peuvent identifier les cas qui doivent être vus par rapport à ceux qui peuvent être vus avec une opportunité télésanté. Et mettre en place correctement la visite. Il faut créer un flux pour le suivi après la visite télésanté. On travaille maintenant pour essayer de comprendre l'avenir des visites, télévisites et le CMS. Est-ce que cela va rester par la suite? Un paiement pour la télésanté va probablement continuer et être durable à l'avenir en raison de sa valeur démontrée. Et préparez pour vous l'inévitable. Le personnel sera exposé. Ils vont peut être infectés à l'avenir. C'est important pour nous de savoir, pendant qu'on essaie de gérer notre main-d'œuvre, comment mettre des fournisseurs de santé qui ont été exposés ou qui ont développé COVID-19 pour les réintégrer dans la main-d'œuvre. Et je vois si pour ceux qui ont une maladie légère ou moyenne ou modérée, il faut les garder 10 jours depuis le moment de l'apparition des symptômes hors du travail et au moins 24 heures ont passé depuis la dernière fièvre sans utiliser de médicaments pour réduire la maladie et les symptômes, par exemple, ont amélioré. À ce moment, ils peuvent retenir au travail. Si le travailleur de la santé a une maladie grave ou critique, les recommandations demandent qu'on prolonge jusqu'à 20 jours depuis l'apparition des premiers symptômes où ils ne travaillent pas et on doit consulter avec des experts dans vos institutions pour s'assurer que la personne peut recommencer le travail.
il y a eu finalement une modification que il faut utiliser un test PCR ou antigène pour vérifier qu'une personne transmet ou pas, mais est contagieuse ou pas, mais les recommandations de CDC, on n'utilise plus des stratégies basées sur les tests parce que la majorité des cas, les résultats excluraient des gens pour qu'ils ne peuvent pas retourner au travail, qui continuent à transmettre, à être du ARN, mais qui ne sont plus infectieux. Donc, ce sont les points importants que je voulais partager. Et donc, pour la réouverture pour les soins non-COVID, il y a des compromis à faire entre les dommages pour les patients qui ne reçoivent pas les soins par rapport au niveau de transmission communautaire. Si on essaie de réouvrir, il faut optimiser les solutions télésanté. Si vous ouvrez la clinique, on doit adapter pour avoir des pratiques améliorées de contrôle d'infection et prévoir les circonstances dans lesquelles le staff si le staff est exposé à la maladie. Donc, je vais vous inviter à poser des questions, des commentaires si vous en avez. Merci, Kedar. C'était vraiment excellent, vraiment excellent. Pour le volet discussion, est-ce que vous arrêtez de partager votre écran? Et j'ai quelques questions pour vous, Kedar. La première question est de Diane Mitchell, Greensboro. Est-ce que vous avez des prédictions, des prévisions sur la manière dont l'hiver va affecter la réouverture dans un environnement de santé, la grippe et d'autres maladies respiratoires va interagir, agir sur COVID-19? Il y a beaucoup de spéculations là-dessus pour le moment. C'est très difficile de dire avec assurance comment cela va évoluer et on va probablement voir davantage de cas suspectés de COVID-19 qui vont demander l'exclusion de participer à différentes activités, l'école, votre lieu de travail, peu importe les activités. Et pour terminer, la vérification pour que le patient a ou non, s'ils ont COVID-19, ils doivent passer par le processus que je viens d'écrire, quoi faire lorsque quelqu'un est affecté. Et ils doivent sortir du travail pendant 10 ou 20 jours, ensuite 24 heures. Il faut s'en prendre de médicaments pour altérer la fièvre. Et s'ils n'ont pas vraiment COVID-19, alors c'est une infection virale non spécifique, donc 24 heures sans fièvre. C'est la recommandation typique dans ces circonstances avant qu'ils peuvent retourner dans leur travail ou à l'école. Donc, c'est une très bonne question. Au niveau épidémiologique, on ne sait pas vraiment. Il y a beaucoup de spéculations maintenant sur quel est l'impact de ces pathogènes et pendant un hiver, comment l'interaction avec COVID pour le moment, c'est le domaine de la spéculation et pas vraiment vérifiable. Donc, pour le moment, il y aura probablement un nombre plus important de personnes exclues des lieux de travail, des écoles et autres activités qui ont été redémarrées parce qu'il faut tester, avoir des résultats ou attendre pour la période de temps. C'est cool avant qu'ils puissent retourner à leur travail ou à l'école. Merci, Kedar. Merci, Diane, pour la question. Il y a également une question, commentaire de Laure Umgati. Merci pour cette présentation. Nous avons également noté que l'utilisation de signes et de flèches aide à contrôler le flux. Est-ce que vous pouvez parler de votre expérience? Oui, il y a plusieurs manières où on contrôle le flux dans les institutions, les établissements. Il y a la signalisation est importante, pas seulement pour le flux, mais plus on peut en faire davantage pour simplifier le message sur comment empêcher la propagation du COVID-19. J'aime, c'est comme l'idée, c'est pas vraiment l'image, mais tout simplement, quelles sont les 3 choses que tout le monde dans le monde peut faire maintenant qui réduirait l'incidence COVID-19 et la question pour la gestion du flux, la signalisation, les flèches, parfois des rubans adhésifs
sur le sol pour orienter les gens à travers l'établissement. Des fois, les couleurs, ça peut aider, mais ce sont des pratiques qui sont utiles. C'est très probablement applicable dans cette situation également. Merci. Et voici une question d'Elizabeth Finley. Je travaille avec des personnes handicapées au développement du niveau développemental. Et il y a une peur des masques, quel que soit le masque. Est-ce que vous avez des conseils? Le bouclier seul n'est pas approprié. Est-ce que... Oui, c'est une question difficile. Il est vrai que la personne qui pose la question a raison que le bouclier, le masque n'a pas la même protection qu'un masque. Et le bouclier, c'est vraiment pour protéger vos yeux et d'autres parties du corps, d'être exposés aux pathogènes aérosolisés viraux. Le masque couvre le nez et la bouche plus spécifiquement. Le bouclier seul n'est pas une solution. Sans le masque, c'est en combinaison avec le masque pour contenir la source de différentes manières. Cela dit, les personnes ne peuvent qu'avoir le bouclier. C'est OK, c'est mieux que rien. Et la question sur est-ce que la personne a peur ou est préoccupée à cause du masque, ce n'est pas une bonne idée de masquer ou de conseiller d'utiliser un masque si la personne a une phobie du masque ou a peur du masque ou souffre, ne veut pas le porter. Portez le masque si vous le pouvez, si vous pouvez le tolérer. Et sinon, le bouclier est raisonnable pour une autre raison, pas forcément pas autant de protection. Donc, laver la main, mettre un masque, garder la distance sociale et essayer d'éviter tant que possible l'exposition publique à cette... Merci, Kedar. Merci, Elisabeth. Je vais vous passer la parole, Jean-Sanjeev. C'était une bonne présentation. Merci de vous joindre à cette conversation. J'ai une question de Laura Mockerath d'Atlanta, Georgie, de l'Association américaine du cancer, pour surmonter la peur des patients pour obtenir des soins. Elle a marqué la question très petit, mais ce qu'on voit, Kedar, c'est que les taux de dépistage de cancer sont en chute et dans certains cas, il y a des exemples que le cancer est diagnostiqué à une phase plus tardive en raison de ce problème. Donc, il y a le risque que nous aurons moins de COVID-19, mais davantage de dommages sera fait parce que les gens sont morts du cancer. Vous pouvez parler là-dessus? Comment parler aux patients de ça? C'est pour ça que je parlais de l'impératif clinique et pas seulement économique de réouvrir. Ce n'est pas un problème insignifiant. Il y a le taux de cancer, comme on le voit, est significatif. Et on a vu un grand système de santé qui nous a dit qui décrit que la présentation, l'acuité est plus importante pour les cas pédiatriques. On voit une chute des présentations d'attaques cardiaques, d'AVS dans le volume dans le volume total. Et c'est une préoccupation. Pourquoi? C'est pour ça que la réouverture des services est cruciale. Et une partie de cette thèse, de cette présentation, la raison de cette conversation est que maintenant, il y a une reconnaissance globale qu'il y a besoin de reprendre les opérations non obligatoires. Ces services, comme le dépistage du cancer, est considéré comme une procédure non urgente et non obligatoire. Ce n'est pas vraiment le cas. Il y a des services qui sont nécessaires et importants à donner dans les temps et qui sont importants
et des services également, donc pour réouvrir sans danger. Et pour la question, la véritable question est comment que le public ait confiance au fait que les établissements sont sécurisés et ils peuvent s'y rendre pour avoir leurs soins. Donc, l'utilisation de stratégies de communication sont cruciales pour faire des progrès. Et nous devons dire au public tout ce que nous faisons en détail et leur raconter et le mettre en exergue pour attirer l'attention sur sur la sécurité du patient pendant ce temps. Donc, il faut à la fois suivre ces recommandations qu'on a décrites ici et transmettre ces directives au public. Voilà, nous faisons toutes ces choses et vous pouvez revenir sans danger pour une gestion clinique. Donc, c'est vrai que quand vous parlez au sommet de la hiérarchie de contrôle pour ceux qui sont experts en sécurité, vous pensez là-dessus, mais la manière d'éliminer le risque de dommage, c'est de ne pas avoir l'interaction du tout. Mais ce n'est pas viable lorsque vous le comparez aux véritables besoins pour les services que vous décrivez. Donc, on doit trouver une manière de... C'est une double difficulté de communication. Il faut montrer au public que ces services de soins préventifs et primaires sont importants et qu'on peut les donner sans danger additionnel grâce à une sécurisation et une augmentation des protocoles de prévention d'infection et grâce à la télésanté. On peut comprendre, Keda, que l'hésitation des patients, parce que réfléchissez, il y a eu un report qu'un jumbo jet crachait tous les jours, était accidenté parce qu'il y avait des gens, des systèmes de santé qui ne suivaient pas le protocole. Donc, il y a un manque de confiance dans le public, dans les hôpitaux et les systèmes pour faire un bon travail par rapport à cette question. Et lorsque leur santé est préoccupée, est concernée, je comprends qu'ils soient préoccupés. Par exemple, dans 2 semaines, nous allons lancer un effort d'amélioration et de qualité dans 15 maisons de retraite et en partenariat avec l'Institut Liachi. Nous allons essayer d'amener des mentorats et du soutien dans toutes les maisons de retraite aux États-Unis. Et si vous, dans le public, vous travaillez pour une maison de retraite, veuillez participer à cette collaboration pour réduire les taux d'infection dans les maisons de retraite aux États-Unis. Passons à la prochaine question. Il y a tellement de recommandations, de directives de la CDC, de CMS, de départements de santé. Comment est-ce qu'un clinicien, un administrateur, un leader dans le système de santé devrait réconcilier toutes ces recommandations? C'est une très bonne question. On le sent très fort aux États-Unis pendant que nous avons des recommandations qui sont conflits entre au niveau fédéral et au niveau local, les législateurs locaux. Ça peut ne pas être le même cas à travers le monde. Je connais le système américain davantage, mais le conflit que vous décrivez est vécu très fort, très durement ici, mais ce problème peut exister ailleurs également. Ce n'est pas facile de comprendre, de faire le tri par rapport à toutes les recommandations. La manière de réfléchir est de regarder toutes les directives côte à côte dans différents domaines et d'essayer de voir, malheureusement, de retourner dans la documentation qui corrobore cette recommandation. Donc, il faut regarder peut-être la version la plus récente de l'autorité pertinente et le fait que les recommandations locales ne varient pas parce qu'elles cherchent à se distinguer des recommandations nationales, mais c'est parce qu'elles sont liées au niveau de transmission communautaire spécifique et les directives de réouverture sont orientées vers
la réouverture, mais les risques pour le patient, mais également les niveaux de transmission communautaire. Et le guide peut être plus orienté sur comment orienter les organisations et les entreprises, et les gymnastiques, les salles de gymnastique, les restaurants, etc. Les recommandations locales sont peut-être plus pertinentes parce qu'elles tirent les connaissances par rapport à ce qui se passe dans votre environnement avec les niveaux de transmission communautaire. Donc, la question pour comment réconcilier, encore une fois, c'est une circonstance très difficile à concilier, mais les recommandations nationales ou fédérales sont présentées pour l'ensemble du pays et c'est comme l'arrière-plan pour votre riposte, mais je ferai attention et je chercherai les recommandations locales parce que ces recommandations sont liées au niveau de transmission communautaire locale et pour voir si on peut recommencer l'activité X et Y en fonction parce qu'ils tiennent compte des niveaux de transmission locale. Et pour terminer, il faut comprendre la chronologie. Les choses changent rapidement. Donc, il y a des mises à jour rapidement. Cherchez la version la plus récente des informations. Quand la recommandation pour que les travailleurs retournent au travail, ça a été actualisé 3 semaines de cela. Donc, gardez l'œil, le regard sur ce qui est important et sur ce qui change régulièrement au niveau du fédéral et au niveau local. C'était d'une question de Athens, Georgie. Ensuite, une question de Shirley Bamboulé à Monrovia, Libéria. Est-ce qu'un masque en tissu est un véritable équipement de protection individuelle? Un masque tissu n'empêche pas qu'un masque de niveau chirurgical ou pas autant que N95. Donc, il y a une évolution d'intensité, d'efficacité. Et un tissu sur le nez et la bouche n'est pas très efficace par rapport à l'expression des pathogènes dans l'air et c'est pas aussi efficace. Et les masques de tissu ne sont pas aussi efficaces qu'un masque chirurgical utilisé dans les hôpitaux et pas autant qu'un N95 ou supérieur. Mais on sait que si c'est un équilibre entre comment le masque sera porté et le type de masque dont il s'agit. Il y a un département de la santé du Massachusetts qui a une belle image. J'espère qu'on peut la trouver et la diffuser après la réunion sur l'efficacité relative d'un masque bien porté ou bien si c'est un masque tissu ou N95 sont plus rigides, c'est moins confortable, mais le masque chirurgical est plus malléable, il s'adapte mieux. Donc, si les gens veulent utiliser un masque de tissu 85% et N95 25%, l'équilibre d'efficacité se rapproche pareil pour un niveau de population, à l'échelle de la population. Donc, un masque de n'importe quel type, ça fait partie d'un équipement de protection individuelle, mais un masque de tissu sera bien moins efficace qu'un masque chirurgical et encore moins qu'un N95 dans les environnements cliniques. Dans un environnement clinique, vous êtes un fournisseur de santé, il faut au moins utiliser un masque chirurgical. Et si vous faites les procédures d'aérosoliser pour les patients qui viennent à la maison, ils devraient avoir au moins un masque de tissu. Ils n'ont pas besoin de porter un N95. Il y a une pénurie de N95 et on devrait réserver pour les fournisseurs de santé qui mènent ces procédures génératrices d'aérosols. À vous, Matt. Il y a une question sur la réouverture en Inde, Kedar, et l'utilisation de télésanté dans cet environnement. Dr. Yash Javeri parle de si vous pouvez commenter sur les aspects médico-légaux lorsque vous utilisez la télésanté dans la médecine de soins critiques
Je ne suis pas un expert sur l'utilisation de la télésanté en Inde et les exigences juridiques du point de vue global, les activités télésanté menées ici aux États-Unis et que je connais mieux sont sous la même protection juridique qu'une visite dans un médecin généraliste. Donc, il n'y a pas de distinction au niveau de la couverture de la responsabilité civile, mais je ne connais pas les circonstances en Inde ni les circonstances particulières auxquelles fait référence la personne qui pose la question. Et est-ce que le personnel asymptomatique devrait être testé de manière routine ou bien avoir des questionnaires journaliers? Il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas de règles pour un dépistage de routine pour les groupes asymptomatiques de fournisseurs de santé. Il n'y a pas d'approche documentaire à le faire qu'on suggère. Et comme j'ai mentionné auparavant, si quelqu'un, on sait qu'il est infecté ou il a été exposé, la recommandation, c'est de ne pas utiliser les stratégies basées sur le test parce que là, le test va avoir encore dépisté de l'ARN alors que la personne n'est plus infectieuse. Il y a des stratégies basées sur le test auquel on pense, mais l'approche est basée sur plutôt, la première approche est basée sur les symptômes et voir s'il y a une compromission respiratoire, la température, pas seulement la température plus symptômes ont été utilisés ensemble pour montrer si quelqu'un est malade et devrait être testé davantage. À ce moment, cela déclencherait le test pour s'assurer que la personne est exposée ou infectée. Merci, Kedar. Il y a une autre question anonyme. Est-ce que vous pouvez commenter sur les recommandations pour nettoyer les cliniques entre l'arrivée de deux patients? Il y a plusieurs désinfectants prouvés qui sont importants à utiliser et pour désinfecter les pièces entre deux patients. Donc, lorsque un patient sort, les surfaces, les poignées de porte, le lit, s'il y en a un, les chaises, les éviers, toutes les surfaces à toucher devraient être nettoyées à fond avec une solution approuvée pour la bonne désinfection de l'environnement. Cela devrait avoir lieu entre deux cas. Donc, de point de vue de la procédure au niveau de la chronologie, il faut intégrer cette période de désinfection ajouter ce temps additionnel. Je peux voir que la bibliothécaire a mis dans le chat les directives spécifiques pour la désinfection d'environnement. Suivez ces recommandations et effectuez cette désinfection entre deux patients dans votre établissement. Merci, Kedar. Vous allez passer à la réouverture des hôtels. Donc, je vais vous poser une dernière question basée pour les cliniques avant de continuer. Sheila Seitz, une question de Sheila. Après avoir administré une procédure génératrice d'aérosol, quelle étape devrait faire avant que quelqu'un puisse entrer dans la pièce dans laquelle le médicament aérosolisé a été administré? C'est une bonne question. Les recommandations de chaque fonction, on aura également un lien pour les recommandations sur les procédures génératrices d'aérosol qui va expliquer comment s'assurer que la pièce est sans danger. Lorsque vous faites des procédures génératrices d'aérosol, il y a des manières de contenir l'aérosol pour empêcher sa propagation dans l'environnement. Il faut tenir compte et utiliser si les matériaux, les produits sont disponibles. Il y a des procédures pour garder la propreté de la pièce dans laquelle il y a eu la procédure génératrice d'aérosol. Vous devrez trouver cela dans le document. Merci, Sheila, pour cette question. Et nous allons transitionner pour la réouverture d'école. Vous voulez partager votre écran à nouveau, Kedar? Donc, l'idée ici, il y a… Matt, vous pouvez voir l'écran?
Une autre chose que Dr. Aurora et Dr. Bouchonville m'ont demandé de répondre, c'est une grande compréhension de la réouverture. Et pas seulement du niveau clinique. On est en septembre et aux États-Unis, le démarrage de l'année académique a lieu et peut-être une concentration sur l'un des environnements qui affecte tant de gens pour le moment. Ce serait peut-être, ça vaudrait la peine pour être plus spécifique. Les recommandations sur la réouverture des bars, des salles de gymnastique, les plages, tout suivent les notions de base, qu'on devrait mettre des masques à tout moment, avoir respecter les distances sociales, utiliser des désinfectants de mains et se laver les mains régulièrement. Mais pour être plus spécifique sur l'environnement, j'ai choisi les écoles pour nous aider à parler des processus de réouverture dans ce contexte. Donc, et pardonnez-moi, qui sont hors des États-Unis, beaucoup de diapositives parlent des statistiques et des données américaines, mais le message sur quoi faire pour les écoles est global. Les données et les statistiques seront américaines. Donc, aux États-Unis, nous avons l'impact de la fermeture des écoles. L'école non ouverte est énorme. Nous avons 80 millions d'élèves affectés par la fermeture des écoles, 60 millions dans le pré-jardin d'enfants, 20 millions d'étudiants universitaires en 2020. Donc, c'est important de savoir que ce n'est pas seulement les élèves qui sont impactés par tout cela, mais nous avons également 27 millions de travailleurs qui dépendent des écoles pour leurs soins les garderies. Ils vont à l'école, ils vont au travail parce que leurs enfants sont à l'école. Il y a également un autre groupe important. Il y a 3,7 millions de professeurs d'école et beaucoup de personnel. Je n'ai pas eu de statistiques précises, beaucoup de personnel tel que le personnel de nettoyage, gardien, le service de nourriture, etc., qui dépendent de l'ouverture de l'école. Donc, l'impact est très important ici aux États-Unis. Peut-être un tiers de notre pays est impliqué d'une manière ou d'une autre au processus de scolarisation et c'est une énorme partie de notre économie. Il y a 7 points clés sur la manière de réouvrir les écoles. Donc, je vais les passer en revue rapidement pour faire des points clés. Donc, il y a des compromis et des choix et des épidémies auront lieu. Pour les gérer, ce sera vraiment crucial. On va parler du risque relatif de mourir de la grippe par rapport au COVID, quand réouvrir, comment réouvrir. Les inégalités vont probablement augmenter et encore une fois, même thème par rapport pour la santé, qu'est-ce qu'on doit faire? Si quelque chose se passe, on va peut-être devoir fermer l'école s'il y a une épidémie. Donc, on parle des compromis d'abord. Les écoles et d'autres facettes de notre vie, ce n'est pas une réouverture générale. Parfois, la réouverture, on en parle comme si on rouvre tout d'un coup ou rien du tout. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un instrument aussi général. On peut fermer les bars et les restaurants ou garder les parcs ouverts ou bien ouvrir les écoles et fermer le reste. Donc, il s'agit de faire des choix que toute société fait pour le moment pour savoir quoi faire. Et c'est un choix par rapport au niveau. Je parlais des États-Unis, notre système d'éducation, sachant qu'il y a différentes versions de système d'éducation à travers le monde, mais il y a une différence entre ce qu'on appelle l'école primaire, pré-jardin d'enfants, jusqu'à 4e, 5e école et l'école intermédiaire jusqu'au 6e ou 9e classe et le lycée de 9 à 12e classe. Donc, réouvrir, ça ne veut pas dire qu'on ouvre toutes les classes en même temps. Il y a peut-être une manière de réouvrir qui soit plus nuancée et il faut choisir et trouver des compromis.
et j'y arriverai. Ce que nous savons sur la manière dont se propage COVID-19 est important. COVID-19 se répand, comme vous le savez, de personne à personne grâce à travers des contacts, à travers des gouttelettes respiratoires, à des gens qui parlent tous ou éternuent en proche contact. Et donc, les gens n'ont pas besoin d'être symptomatiques pour propager le virus, et la propagation se fait plus facilement dans les endroits étroits, confinés, moins de 2 mètres pendant plus de 15 minutes, par exemple les prisons, les maisons de retraite et les écoles. En sachant cela pour COVID-19, tout cela est prévisible. C'est le deuxième point essentiel. Les épidémies auront lieu, et on a vu pendant que les écoles ont réouvert aux États-Unis, il y a un certain nombre d'épidémies qui se sont produites dans les écoles. Il y avait un rapport la semaine dernière qu'il y avait jusqu'à 80 000 cas de COVID-19 associés à la réouverture des écoles, et je suis sûre que ce n'est qu'une estimation. Cette donnée va augmenter et changer avec le temps. Ce n'est pas surprenant. De même que ces histoires attirent l'attention de la presse, il y a beaucoup d'histoires sur comment les épidémies n'ont pas lieu. On n'en parle pas tellement parce que la presse n'en parle pas, mais pour être sûr, il y a des écoles qui réouvrent et qui le font sans danger. Et le deuxième point essentiel, c'est que oui, les épidémies auront lieu, c'est inévitable. La question est que faisons-nous lorsqu'il y a des épidémies? Comment les gérer? Et comment dire l'histoire le fait qu'il y a beaucoup d'écoles qui rouvrent, où il n'y a pas d'épidémie qui a lieu, qui soit déclenchée. Donc, troisième point clé, il y a une question au sujet de risque relatif estimé de la mort d'influenza par rapport à la pneumonie, ou de la pneumonie par rapport à COVID-19. L'incidence des maladies graves est bien inférieure, je suis sûre que vous avez entendu parler, que par l'incidence de maladies pour les personnes plus âgées ou bien des adultes qui ont d'autres comorbidités. Donc, ici, en supposant qu'il y a 200 000 morts COVID-19, imaginons, vous allez voir que le risque de mort, de mourir par l'influenza et la pneumonie, existe au niveau néonatal et pour les enfants, les petits-enfants. Et le point de transition est au niveau vers 25 ans, où le risque de la mort COVID excède le risque de mort d'influenza. Donc, vous voyez une grande différence entre comment les adultes subissent le COVID et comment les enfants ont subi le COVID. On sait qu'il y a une étude la semaine dernière de DC National, une étude cohorte qui parlait de 1400 cas avec la grippe. Il n'y avait pas de différence il n'y avait pas de différence d'hospitalisation, respiration mécanique. La possibilité que les enfants subissent un gros risque est important quand on doit voir pour réouvrir ou pas l'école. Mais les enfants peuvent transmettre le virus aux professeurs. Et 30% des enseignants ont plus de 50 ans, et donc ils ont un plus grand risque de mourir. Et 51% des patients, des professeurs ont des risques, des facteurs de risque où il pourrait avoir une infection plus grave s'il devait être infecté. Il y a des rapports de cas d'écoles en Suède où un professeur est mort en mai. Lorsqu'on a gardé les écoles ouvertes, on sait que la semaine dernière, il y avait un professeur en Caroline du Sud qui est mort. Il y a trois autres décès trois professeurs qui sont morts depuis que l'école est réouverte. Il est difficile de dire si le virus les professeurs ont été infectés dans l'école ou bien ailleurs. Donc, c'est difficile pour nous de savoir la causalité avec certitude. Un dernier point sur le risque d'infection. Il y a eu des études précoces qui ont montré que les enfants étaient
avaient une propension d'un tiers ou 50% inférieure à être infectés parce qu'ils avaient une charge virale inférieure ou ils étaient peut-être plus près du sol. Donc, il n'y a pas de trajectoire aérosolisée qui débouchait sur l'infection. On a questionné ces théories et il semble que les taux d'incidence inférieurs sont liés au fait que il n'y avait pas d'école en mars, en avril, et il y avait moins de socialisation, plus de distance sociale pendant cette période. Donc, ce n'est pas clair pourquoi les enfants ont des taux inférieurs ou en tout cas, et leur risque relatif de contracter le virus peut-être est très similaire aux autres groupes. Peut-être, on ne sait pas. Donc, le quatrième point est quand réouvrir l'école. Et c'est un sujet de débat aux États-Unis et à travers le monde également. Il y a plusieurs sources qui ont établi des seuils pour quand on peut réouvrir le CDC, le gouvernement local, les États, non pas le gouvernement, les municipalités, les districts académiques ont commencé à voir quel seuil ils pourraient utiliser pour décider la réouverture du système académique. La plupart de ces seuils sont basés sur deux mesures primaires. Un, c'est le taux d'incidence pour 100 000 membres de la communauté. Les deux mesures portent sur la prévalence relative de la maladie dans l'environnement dans lequel se trouve l'école. Donc, le premier, c'est le taux d'incidence par 100 000 et le deuxième est une moyenne son test positif sur 7 jours et ils voient deux compréhensions. Ils comprennent la prévalence de la maladie localement et la trajectoire d'évolution. Est-ce que ça augmente ou ça réduit? Et à droite, vous pouvez voir une orientation, un résumé en Pennsylvanie. Si le niveau de cas d'incidence baissait moins de 10 pour 100 000 et la prévalence était de moins 5 on pouvait reprendre, réouvrir les écoles ou bien une instruction hybride en conformité avec les orientations de l'État ou du district. Et lorsque l'incidence de cas était entre 10 à 35 par 100 000 et moins de 5 de positivité des tests, on doit considérer des stratégies de réouverture par étape ou avec les enfants de besoins spéciaux et où les enfants des écoles primaires retournent à la classe. Et si vous avez une incidence de cas stable et une positivité de test entre 5 et 9 c'est là que vous essayez de garder, fermer les options face à face, les retirer. Et il y a pour le sport, la musique, on peut parler de cela plus en détail pour des personnes qui ont des questions, mais j'ouvre une carte. Chaque comté avec un code couleur. Le Harvard Global Health Institute a publié ceci dans le New York Times. En rouge, ça montre les endroits où l'école ne devrait pas se rouvrir. Il fallait aller aller plutôt télé-école. Et orange, c'est peut-être, il faut voir au cas par cas. Et jaune et vert, donc en fonction de la transmission communautaire. Donc, ça varie de pays en pays et ça, géographiquement, rentre un besoin de fermer l'école et de passer au virtuel pour le moment. Donc, si vous allez réouvrir les écoles, comment peut-on ouvrir sans danger? Et voici la recommandation que j'utilise, la hiérarchie de contrôle pour ceux qui connaissent la littérature pour la sécurité des patients et la documentation dans le secteur pour la sécurité. Ça part des moyens les plus efficaces jusqu'aux manières les moins efficaces pour contrôler les risques et les dommages
la meilleure manière d'éliminer le dommage, c'est de retirer les possibilités que les enfants aillent à l'école. Ça crée d'autres risques, mais le risque d'infection de COVID-19 est éliminé si les enfants ne vont pas à l'école. De notre côté, ça crée de nouveaux risques. Dans notre pays, les enfants ont beaucoup de l'alimentation de l'école, donc il y a le problème, le risque qu'ils n'apprennent pas, mais ils ont besoin d'apprendre et pour qu'ils avancent et avoir des vies et des carrières positives. Donc, il y a également des risques de dommages. Alors, pour des enfants qui qui quittent un environnement risqué et pour aller dans un endroit moins dangereux, l'école. Donc, si vous essayez vraiment de garder, éliminer le risque d'infection, il n'y aurait pas d'éducation face à face du tout dans les écoles. La substitution est la deuxième manière de garder le contrôle et ce dont on parle maintenant, c'est de remplacer les environnements hybrides ou à distance et pour mener. Et ça changerait notre façon d'éduquer. Ensuite, les trois derniers, c'est le contrôle d'engineering, le contrôle administratif et le PPE, donc l'équipement de protection à droite. Voici des stratégies qui ont été recommandées et suivies par la CDC et d'autres et les officiers de la sécurité pour réouvrir l'école dans un environnement face à face. Il faudrait une forme de surveillance de symptômes. Ce n'est pas seulement la vérification de température, c'est surveillance de température. Par exemple, savoir si un élève a des troubles de respiration. Deuxièmement, garder la distance sociale. Il y a beaucoup de stratégies dont on a parlé pour garder la distance sociale. Cela devient très difficile lorsque vous avez des grandes dimensions de classe. J'ai vu qu'il y a des écoles en Afrique, en Asie, où il y a 40 ou 50 élèves par classe. Comment garder une distance sociale dans cet environnement très, très difficile à réaliser? On le sait. Mais c'est l'une des stratégies pour réouvrir sans danger. Les cohortes et les petits groupes, Danemark a lancé cette stratégie lorsqu'ils ont ouvert l'école, mais on veut limiter l'exposition d'enfants à uniquement le groupe qui est dans leur salle de classe. On ne les mélange pas dans la cafétéria ou pendant la pause, les récréations avec d'autres élèves d'autres classes ou de la même classe, mais on les garde dans des petits groupes. Si quelqu'un est infecté, vous pouvez passer cette cohorte ou ce petit groupe à l'instruction virtuelle et le reste peuvent continuer à être sur place. Les transitions par étapes, par exemple, donc pour le déjeuner et pendant l'activité, la récréation. Se lever les mains, c'est important, le désinfecter. La question, parfois, les enfants ou d'autres personnes peut-être ne peuvent pas garder le masque sur le visage, mais si vous le pouvez, la grande majorité des enfants jusqu'à présent tolèrent le masque. On sait que certains ne pourront pas. Alors, pour ceux alors l'instruction en ligne peut être appropriée. Cette idée de désinfecter entre les activités ou nettoyer entre les activités, c'est la même chose pour les environnements de soins santé. Après qu'un groupe a quitté le terrain de jeu, il faut désinfecter l'équipement pour que le prochain groupe puisse revenir. Et le contrôle à source est limité, est maintenu pour cette cohorte, ce petit groupe. Augmenter l'aération, ce n'est pas forcément changer. On doit ouvrir les fenêtres et les portes et mettre les salles de classe à l'extérieur le maximum. Ce sera plus compliqué si plus la météo se rafraîchit, mais il faut augmenter l'aération le plus possible. Et pour terminer, les activités de prévention, assurer que les vaccinations pour ceux qui n'ont pas la situation où vous avez beaucoup de grippe qui coïncide avec d'autres maladies respiratoires. Donc, cela pourrait augmenter le spectre du COVID, même si ce n'est pas encore la question, et augmenter les soins de santé pour les écoles parce qu'ils auront beaucoup de volume. Vous pouvez imaginer. Il y a une conscientisation qu'il y a des possibilités et il y avait un cas au Massachusetts qui a montré une étude de cas que
toutes ces tactiques de prévention sont en place. Certaines maladies, la grippe, la bronchite sont parties pendant la période. Maintenant qu'on retourne à l'école, ces maladies vont revenir peut-être à l'avenir. Les 6 points clés, c'est que c'est probable qu'on verra de plus grandes inégalités. Je ne veux pas parler oublier ce phénomène social avant de terminer, mais lorsqu'on voit la propension des écoles à réouvrir, nous avons des problèmes de son. Plus le district est riche, il semble être plus, et ils vont ouvrir plus tôt, et cela va exacerber, surtout si les conditions sont en place pendant longtemps, cela va exacerber les inégalités aux États-Unis en tout cas, et peut-être à travers le monde également. Donc, il faut le fait de comprendre cela et de prendre des actions pour équilibrer les opportunités d'éducation pour ceux qui n'ont pas le système académique qui se réouvre. C'est important de pouvoir faire l'équilibre. À un moment donné, pendant l'année, nous aurons un scénario où un élève a le virus ou a des symptômes du virus et on doit savoir quoi faire et quand faire. La même chose que pour les travailleurs de la santé. Donc, à gauche, voici quand il y a des cas. Si un cas se produit dans un membre de la famille de l'étudiant ou bien un étudiant lui-même, les procédures varient en fonction des stratégies employées par l'école. Il faut que ce petit groupe, cette cohorte, cette salle de classe, la renvoyer chez elle pour désinfecter et bien nettoyer à fond toutes les choses auxquelles cet élève a eu un contact, a touché et pour faire le traçage de contact pour les personnes faisant partie de ce petit groupe, de ces cohortes. Si vous avez une transmission, un élève le passe à un personnel ou à un autre élève, il faut fermer au moins ce groupe et peut-être cette école pendant au moins 14 jours pour mettre en quarantaine tout le monde et réduire une exposition additionnelle. Et si le comté dans lequel l'école connaît une augmentation de la transmission, alors la période de quarantaine sera prolongée jusqu'à 28 jours. Encore une fois, c'est la recommandation de la CDC. On peut suivre de près cette recommandation. À droite, c'est quoi faire lorsque vous ne savez pas si vous avez un cas, un enfant est symptomatique et il teste positif ou il n'est pas testé encore. S'il teste positif, vous les excluez pendant 10 jours à partir de l'apparition des symptômes et au moins 24 heures après la disparition de la fièvre. Et donc, faites également la désinfection, etc. Si l'enfant n'est pas testé, il faut le faire tester et s'il est symptomatique. Donc, il faut quand même exclure l'enfant pendant 10 jours depuis l'apparition des symptômes et au moins 24 heures après la disparition de la fièvre. Si vous avez un cas symptomatique, une toux, un symptôme respiratoire ou une fièvre, mais vous avez documenté une autre cause, infection aux oreilles ou bien grippe, etc. Il faut les exclure pendant 14 jours à partir de l'exposition. Et quand quelqu'un est exposé, mais ils sont asymptomatiques, il faut les exclure pendant 14 jours à partir de la dernière fois de l'exposition ou s'ils ont développé des symptômes, alors il faut revenir en numéro 1 ou 2 et les tester et s'ils ont un test positif ou pas. Donc, voici les actions à prendre lorsque quelqu'un est affecté. Donc, voici les 7 points clés pour réouvrir les écoles. Compromis, les épidémies vont se produire, il faut se préparer, mais il y a des cas où les écoles ouvrent sans épidémie pour le moment. C'est vrai que le risque relatif de la grippe est supérieur chez les enfants plus petits par rapport à COVID, mais il y a des risques pour les professeurs et pour les adultes à la maison. On a parlé des stratégies pour quand réouvrir en fonction de l'incidence sur 100 000 personnes et taux de prévalence. On a parlé de comment réouvrir avec des stratégies pour contenir
le virus avec le dépistage, plus des infections et le masque et distance sociale. Les inégalités vont s'exacerber, malheureusement, à moins de prendre des actions pour contenir ces circonstances, atténuer dans les comtés plus riches ou les plus blancs et pour qui veulent ouvrir plus tôt. Et on doit se préparer et planifier en fonction de cela. Donc, Dr. Bouchandeville, vous avez la parole. Merci beaucoup, Kedar. C'est un sujet très important. On a beaucoup de questions. Et la première question est de Elia Embry. Vu que les enfants sont souvent asymptomatiques pour COVID-19, quelles sont les implications pour garder les membres de la famille hors de danger pendant la réouverture des écoles? Oui, c'est une très bonne question. Comme je disais, plutôt la meilleure chose, lorsque quelqu'un est asymptomatique et les enfants le sont, on pose souvent la question, l'objectif est d'essayer de comprendre si ils ont l'infection ou non. Et il n'y a pas beaucoup de choses qu'on puisse faire dans des endroits, dans des logements où les gens n'ont pas beaucoup d'espace. C'est difficile de séparer les gens. Ce n'est pas très efficace. Mais si quelqu'un est exposé à quelqu'un au virus et qui n'a pas de symptômes, la recommandation est de garder au moins 14 jours de séparation de la personne. Ce n'est peut-être pas pratique pour les petits-enfants et pour les membres de la famille, mais dans la mesure où vous pouvez garder la distance sociale et un bon masque, désinfectant pour les mains, et même dans un environnement de la maison, on peut atténuer les risques, mais c'est très, très difficile de faire cela dans un logement. Et beaucoup de transmissions dans la maison ont été documentées, la ventilation, l'aération, le masque, le contrôle les processus de contrôle d'infection. C'est tout ce que vous pouvez faire pour atténuer le risque de transmission dans ce contexte. Merci. Il y a une question de Melvina McCabe. Vous avez parlé de cela, Kate Darm. Est-ce que vous avez des idées? Comment est-ce que le contrôle sera ajusté pendant les mois d'hiver quand on ne peut plus inclure d'activités extramuros? C'est une très bonne question. C'est très difficile. Comment le faire? Comment procéder? Beaucoup des étapes de contrôle vont demeurer. Le masque, la distance sociale, la séparation, le regroupement en petits cohorts, petits groupes, c'est difficile. Ce qui est dépendant des environnements, de l'environnement, par exemple l'aération, donner aux personnes davantage pour les activités extramuros, cela sera affecté par ce qu'on voit. Il y a des stratégies dont on parle maintenant où ils vont dans un horaire hybride pendant l'hiver pour créer davantage de séparation et de distance. Et ils emploient jusqu'à ce que la météo se gâte, ils réduisent la taille des classes, ils alternent les horaires de classe et ils ont un système hybride d'enseignement pour garder les gens, une certaine distance entre les gens. Une autre complication, bien entendu, on en a parlé auparavant, c'est bien le taux de maladies respiratoires vont augmenter pendant les mois de l'hiver. Cela va déboucher sur beaucoup de fois où, de manière inévitable, nous allons voir des cas symptomatiques qui ont besoin d'une intervention. Ça va déboucher sur les enfants qui seront envoyés à la maison et transition à des enseignements hybrides. Si les écoles ne sont pas prêtes, si elles ont un enseignement face à face, elles devraient avoir un plan d'action pour comment répondre aux cas qui se présentent et aux symptômes qui surgissent et également au climat plus froid, la météo plus froide. Et nous allons passer à un enseignement hybride pour réduire le nombre de personnes infectées ou exposées à l'école. Prochaine question de Jennifer Clark. Qu'est-ce qui est recommandé pour que les élèves qui montrent des symptômes comme COVID, mais qui sont testés négatifs et il n'y a pas d'autres causes identifiables? Est-ce qu'ils devraient aller en quarantaine ou bien
ils doivent retourner à l'école? C'est une bonne question. Donc, ils sont testés négatifs, mais sont symptomatiques, ils sont testés négatifs, si j'ai bien compris la question, mais il n'y a rien d'autre dont on sait. Il y a un pathogène viral. La spécificité du test viral est très bonne. La sensibilité est assez bonne. Ce n'est pas parfait. Donc, pour COVID-19, les tests COVID-19, c'est possible que vous devrez retester ces gens et leurs symptômes doivent disparaître, la fièvre, toute la constellation de symptômes. Si vous avez une personne symptomatique et il n'y a pas de cause alternative connue, faites comme s'ils étaient infectés COVID et les traitez comme tels. Excluez de l'école pendant 10 à 15 jours en fonction de l'apparition des symptômes et assurez-vous que la fièvre a disparu pendant 24 heures. Et si possible, retestez-les à un moment donné pour voir si vous n'avez pas une meilleure aperçu de ce qui se passe en raison du taux de faux positifs ou faux négatifs. Faux négatifs. Donc, Kedar, vous avez parlé de l'aération. La question dont je voulais parler, c'est que peut-être que vous avez vu les données d'ingénieurs qui disaient que ces aérosols peuvent rester en suspension pendant bien plus longtemps qu'on ne pensait, peut-être des heures, beaucoup d'heures. Donc, la question alors est la suivante. L'hiver approche, on va fermer les fenêtres. Que fait l'air climatisé normal? Quel est l'impact de l'air climatisé? Bien sûr, les avions ont des filtres spéciaux, mais comment est-ce que cela se passe dans les écoles et d'autres environnements également? Il y a eu des discussions sur l'adaptation de systèmes d'air climatisé pour l'ajout de filtres pour filtrer les particules aérosolisées qui débouchent sur l'infection. Je ne connais pas, j'ai pas la documentation pour savoir comment ça fonctionne dans le système scolaire maintenant. Je sais que ce ne sont pas ce sont des dépenses importantes pour des systèmes académiques, mais il semble qu'on met la bibliothèque met un lien dans le chat pour les systèmes climatisés et les filtres HVAC pour le coronavirus. Donc, il y a des processus il y a des procédures pour adapter leur air climatisé avec des filtres. Ainsi, je ne sais pas si les districts académiques peuvent se le payer. Donc, mais vous pouvez consulter cette documentation qui est dans le chat. Et une autre question sur la propagation asymptomatique pendant il y a la transmission aux professeurs, mais également à leurs parents par les élèves. Donc, quel est le problème, la dimension, le pourcentage des personnes qui seront asymptomatiques et quel est le risque relatif pour qu'ils transmettent et quel est par rapport à ce que les preuves actuelles le montrent? C'est une très bonne question et je cherchais les données les plus récentes pour préparer. Merci de poser cette question. Je n'ai pas de réponse claire pour vous. C'est une question difficile à répondre parce que la capacité de savoir si une personne qui est infectée, la source de l'infection est un peu difficile de comprendre. Donc, si c'est l'école si l'enfant qui va à l'école amène l'infection à la maison ou bien si c'est la personne qui s'est rendue à l'extérieur, qui est au restaurant, qui a mangé et qui a été infectée ailleurs, c'est très difficile de savoir précisément où est originée l'infection pour comprendre du point de vue épidémiologique pour savoir si la transmission a eu lieu parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école. Il y a des données de l'Europe, encore une fois, des phases précoces de la réouverture des écoles. Les écoles ont repris en fin automne et elles ont fermé pendant un moment et elles ont réouvert. Et la question qu'on a posée, c'est est-ce que cela a débouché sur une prévalence supérieure dans la communauté
Et au niveau, du point de vue épidémiologique, on n'avait pas pensé que la réouverture des écoles avait créé une propagation exponentielle du virus dans la communauté. Donc, ce n'est pas une réponse précise parce que c'est très difficile pour un épidémiologiste de filtrer si l'infection est causée par l'enfant qui est à l'école, qui rentre à la maison, ou bien que les adultes font des autres activités qui les auraient exposés au virus, au risque. Merci. Il y a une question sur les vaccins. Il y a plusieurs questions. Est-ce que vous voulez faire des commentaires d'ordre général sur les vaccins, Kedar? Une mise à jour sur votre perspective. Nous avons beaucoup de monde à travers le monde qui aimerait savoir quelles sont les versions les plus récentes. Comme vous le savez, il y a des vaccins candidats qui sont en phase 3. Il y en a 6 en phase 3 maintenant pour un essai de développement et essai clinique. Et les vaccins, un objectif pour nous, il est perçu comme ça pour relancer la société, mais des protocoles de contrôle de prévention d'infection améliorés et se laver les mains et les masques vont également être importants, peu importe si un vaccin entre en place, parce que ça va prendre du temps pour que les vaccins soient distribués pour avoir le niveau d'immunité, pour empêcher la transmission au niveau communautaire. Je pense qu'on verra un vaccin dans peu de temps. J'ai vu des estimations ici. Ils parlent de le développement de vaccins plus tôt que possible, mais de manière réaliste. J'ai vu beaucoup d'experts qui pensent que qui sera disponible au début de la nouvelle année et la plupart des vaccins sont disponibles, sont développés. Ce sont des vaccins à 2 doses. Donc, il faudra 2 doses réparties dans le temps. Donc, la distribution et la couverture sera importante avant d'arriver la couverture de la population nécessaire d'atteindre en plus. Entre-temps, tous les processus sur le contrôle de source et les distances sociales et laver les mains, distances sociales sont importantes, même pendant et quand un vaccin sera disponible. Encore une fois, le vaccin comme le Saint Graal pour la réouverture, mais la stratégie du vaccin va être complétée par un message plus large pour garder la distance sociale, le masque, se laver les mains, même pendant le développement et la distribution de vaccins à travers le monde. Je pense autre problème avec les vaccins porte sur, on ne sait pas combien de temps va durer l'immunité, s'il y aura des effets secondaires. Il y a également beaucoup de gens qui sont contre les vaccins. Seulement 66% des gens aux États-Unis le prendraient s'il y avait un vaccin et la distribution. Et surtout, je pense que le message est qu'on doit encore prendre des mesures de contrôle de manière importante, même si un vaccin existe. Nous n'avons plus beaucoup de temps, nous n'avons plus de temps. Kedar, on va revenir Matt, qui va conclure. Merci Sanjeev, merci Kedar. Pour terminer la session d'aujourd'hui, on aimerait remercier notre présentateur Kedar Maté pour partager son expertise et merci d'être venu participer avec nous pour nos conversations Global 19. J'espère que vous pourrez venir vous joindre à nous vendredi. C'est en dehors de notre cadre de travail usuel du lundi. Il y aura le chef, Dr Swaminathan de l'OMS, et son équipe voulait vraiment ramener pour que cela soit diffusé le plus vite possible. Nous allons discuter ce qu'on a appris sur la transmission de COVID-19 et il y aura des panélistes experts à travers le monde qui vont participer pour partager ce qu'ils savent. Donc, il y aura des panélistes de CDC, États-Unis, CDC de Chine et bien d'autres. Donc, venez avec nous. Il y aura un lien dans le chat ce vendredi 18 septembre. Et on espère vous voir également lundi prochain
le 21 septembre à la même heure pour le soin du cancer dans la période du COVID avec une équipe internationale d'experts également. Vous savez que les survivants du cancer sont très vulnérables à COVID-19. Donc, on va en discuter beaucoup là-dessus. Lundi prochain, il y aura un lien CME dans la boîte chat pour que vous effectuez l'évaluation session et obtenir votre crédit CME et rendez-vous à notre page web Global Conversation pour des mises à jour. Et merci pour votre intérêt continu sur le thème du COVID. J'espère vous voir vendredi. Merci. Merci beaucoup. J'étais heureux d'être parmi vous. Merci, Kayla. Au revoir tout le monde.